Il existe des lieux où la nuit semble respirer plus lourdement, où chaque silence possède une mémoire et chaque ombre un nom. Cette histoire n'est pas un témoignage, elle est une fiction. Mais les émotions, les comportements et les phénomènes qui la traversent sont inspirés de cas bien réels, étudiés et documentés, et trop souvent tuent. Quand le deuil serre le cœur, il n'est pas rare que la maison commence à parler. Vous entrez maintenant dans une zone fragile, là où la solitude se confond avec la présence, et où l'esprit tente parfois de ramener ce que le monde lui a arraché. Vous entrez dans Saga Obscura. Elisabeth vivait encore dans la maison qu'ils avaient bâtie ensemble. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'accident. Chaque pièce portait encore son empreinte, et c'était sans doute pour cela qu'elle n'avait pas pu partir. Elle savait qu'il ne reviendrait pas, et c'est justement cette certitude qui pesait chaque jour sur sa poitrine. Le matin, elle ouvrait les volets, laissait le froid entrer. Au fond d'une armoire, quelques vêtements de Paul étaient restés. Une chemise en flanelle, une veste qui gardait encore son odeur. Parfois, elle les prenait, les serrait contre elle, comme on touche un livre qu'on n'a pas la force d'ouvrir. Il n'y avait plus de mise en scène, plus de table pour deux, seulement l'absence et la lutte pour continuer à respirer. Les jours passaient, elle dormait peu, la fatigue s'étirait, jusqu'à ces nuits sans repère, où le corps bouge avant la pensée. Une nuit, un son ténu la tire du lit. Un crissement très léger, presque comme une craie qu'on déplace sur un mur, ou un ongle qui accroche la peinture. Elle écoute, retient son souffle. Rien. Au matin, elle découvre près de la porte du salon une fine poussière blanche. Elle balaie, sans y penser. La semaine suivante, même son. Elle se lève, traverse le couloir, la lampe à la main. Rien, ni personne. Mais au matin, sur le mur, une trace pâle, comme un début de lettre effacée. Elle sourit tristement à sa propre fatigue. Il faut que je dorme. Elle nettoie. Le soir, elle ferme les volets plus tôt. Les nuits suivantes, ça revient. Toujours le même crissement, parfois 2. Un matin, elle s'approche du mur avec prudence. Cette fois, il y a un mot entier, tracé à la hâte, presque timide. « Je suis là ». Elisabeth s'assoit longtemps. Elle ne se raconte pas d'histoire, elle sait ce qu'elle a perdu. Mais ce mot-là, devant elle, réveille quelque chose qu'elle n'osait plus toucher. L'idée d'une présence douce, protectrice, impossible et pourtant si nécessaire. Elle efface, elle pleure. Le lendemain, un autre mot. Ne pleure plus. Puis un troisième. Je veille. Les jours se serrent. Les traces se multiplient. Toujours à la même heure, juste avant l'aube. Rien de spectaculaire, des mots crus, des déplacements infimes, une chaise légèrement tirée, un cadre redressé, la veste de Paul qu'elle croyait avoir rangée ailleurs. Elle se dit que la maison lui joue des tours, qu'un courant d'air a pu bouger quelque chose. Mais les mots ne peuvent pas venir du vent. Elle tente de rationaliser. Mon voisin, intrusion, plaisanterie cruelle. Elle change la serrure. Rien. Alors, elle décide de vérifier. Une petite caméra posée sur la commode du couloir, pointée vers le mur. Une lampe à sel pour une lueur douce. Elle regarde l'heure, 2h11. Elle s'assoit dans le fauteuil du salon et attend. Ses paupières deviennent lourdes. Elle lutte. La flamme tremble. Le crissement revient, si léger qu'on doute de l'avoir entendu. Le premier chant d'oiseau.
Elisabeth se réveille en sursaut, la nuque brûlante. Elle tourne la tête sur le mur. Une phrase complète. Ouvre la fenêtre. Ses mains tremblent. Elle regarde la caméra. Elle hésite longtemps avant d'appuyer sur lecture. On voit Elisabeth, elle-même, se lever, les yeux lourds d'un somnambulisme profond. Elle avance doucement, prend une craie posée sur la table et écrit sans brusquerie, comme on caresse une page. Elle remet la craie, déplace la chaise de quelques centimètres, redresse le cadre, puis elle reste immobile un instant, la main sur le mur, et retourne s'asseoir, toujours endormie. Elisabeth se voit devenir la présence qu'elle sentait. Elle avance la vidéo, revient en arrière, refuse, puis revoit. Un sangle sec lui arrache la gorge. Elle balaye d'un geste les poussières blanches qui tapissent la commode. Un pot de craie roulé sous la table qu'elle n'avait pas remarqué sort à moitié. Elle l'attrape, l'ouvre. Des dizaines de craies entamées, usées. Elle s'assoit par terre longtemps. Puis, sans relever la tête, elle murmure. C'est moi. Moi qui refuse d'accepter. Ce que vous venez d'entendre n'est pas un fantôme. Lorsque le deuil devient trop lourd, lorsque la nuit ronge le sommeil et que l'âme refuse d'oublier, l'esprit fait quelque chose d'étrange. Il protège. Il invente une présence pour que l'absence ne dévore pas tout. Ce phénomène existe vraiment. Certains l'appellent des hallucinations de deuil. D'autres parlent de gestes faits en somnambulisme, quand le corps continue d'aimer alors que la conscience s'effondre. Dans ces moments-là, la maison ne répond pas. Ce ne sont pas les murs qui écrivent, mais les mains de ceux qui refusent de lâcher prise. On croit sentir le souffle, entendre un pas, lire des mots venus d'ailleurs, alors qu'ils viennent de nous, de ce qui reste, quand quelqu'un manque trop fort. Ce n'est pas de la folie, c'est une blessure qui se défend comme elle peut. Il n'y avait personne dans cette maison, personne, sauf l'amour, qui n'avait pas encore appris à mourir. Le plus grand mystère n'habite pas toujours les murs. Parfois, il vit en nous. Et ce que l'on croit percevoir dans le silence n'est que l'écho d'un cœur qui cherche encore à comprendre. Merci d'avoir traversé cette nuit avec moi. Et n'oubliez pas, vous venez d'entendre une histoire. Mais combien dorment encore dans l'obscurité ?